Donc, du coup, pour remettre dans le contexte, les déclarations qui doivent être réalisées sur le RNDTS, ce sont tout ce qui concerne les registres déchets dangereux entrants et sortants pour les producteurs et expéditeurs de déchets dangereux, les registres déchets non dangereux entrants ou sortants pour les incinérateurs, les ISDND et aussi les installations de transit qui réalisent de la sortie de statut de déchets, les registres terres excavées et sédiments entrants ou sortants pour toutes les personnes qui produisent ou qui reçoivent des terres. Et le registre des sorties statut de déchets explicites pour les personnes qui en réalisent. Voilà. Donc, on a plusieurs méthodes qui sont possibles sur le RNDTS pour importer ces données. Donc déjà, vous pouvez saisir directement une déclaration donc via la page principale du RNDTS. Si vous avez beaucoup de données à importer, on a mis aussi en place une fonctionnalité qui permet d'importer les registres en format CSV. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et enfin, pour automatiser, pour les personnes qui le souhaitent, vous avez aussi la possibilité d'interfacer le RNDTS par API. Concernant les déchets dangereux, le plus simple, ça sera de réaliser les rattachements à Track Déchets pour ceux qui sont soumis à BSD. Pour rappel également, je vous ai remis le lien vers l'environnement bac à sable. Je vous conseille fortement, pour quelques méthodes que ce soit, de commencer en fait les imports en testant dans l'environnement bac à sable pour voir si tout se passe bien avant de téléverser officiellement sur le site de production. Donc, je vous propose de regarder comment ça se passe directement sur le site. Donc, lorsque vous vous connectez à l'application RNDTS, pour l'instant avec les identifiants Cerber, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, je suis bien sur l'environnement de test. On a le bandeau rouge en haut qui l'indique. Donc, vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle Intégration. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les informations qui concernent justement l'import en masse par fichier CSV, avec un premier item sur les explications et les modèles disponibles. Donc, première chose à faire pour vous, c'est d'enregistrer sur votre poste la documentation des registres, là, ce petit fichier. En fait, c'est un fichier qui va expliquer sous format Excel tous les attendus de chaque registre. Donc, registre DND entrant, sortant. Là, pour les imports en CSV, c'est surtout ceux qui sont concernés, c'est les registres DND et les registres terres excavées. Donc, je vous invite à l'enregistrer sur votre poste et à l'utiliser ensuite comme fichier de travail pour vos déclarations. Donc, vous voyez à chaque fois, sur chaque colonne, vous avez l'intitulé de la colonne et vous avez ensuite des informations, donc à savoir, est-ce que le champ à remplir est obligatoire, oui ou non? Alors, il y a des petites subtilités, parfois c'est obligatoire dans certains cas et pas dans d'autres, d'un point de vue réglementaire en tout cas. Vous avez une indication de format, donc vous voyez, il y a des petits codes mnémoniques. Si vous allez dans le format des champs, premier onglet, vous allez avoir plus d'informations. Donc là, par exemple, vous avez format IDM. Si vous allez dans l'onglet format des champs et que vous regardez à IDM, vous avez des informations sur le format attendu. Ensuite, vous avez une description plus détaillée et un exemple. Donc moi, là, pour aujourd'hui, j'ai préparé un petit fichier d'exemple qu'on va pouvoir balayer ensemble. Donc on va commencer par le registre des déchets non dangereux entrants. Donc moi, je me suis fait un fichier Excel où j'ai gardé là, en fait, mes premières lignes en indication et ensuite je le complète au fur et à mesure. Donc pour tout ce qui est saisie, je vous invite à vous créer un fichier de travail qui sera différent forcément du fichier CSV que vous allez ensuite importer. Le fichier CSV, c'est vraiment pour l'import, c'est pas pour travailler des données en fait. Donc première colonne, identifiant métier, qui est un identifiant unique. Donc là, c'est surtout pour vous permettre de retrouver vos déclarations. Et ça vous permet aussi de faire des autocontrôles quand vous allez importer vos données, puisque lui va vous renvoyer une erreur si jamais il voit que, en fait, il y a déjà une saisie qui a été faite pour cet identifiant métier. Donc ça évite aussi les doubles déclarations.
Après, c'est un champ non obligatoire, comme vous voyez là. Vous n'êtes pas obligé de le remplir, c'est plus pour vous faciliter ensuite les imports. Donc moi d'ailleurs, je vais commencer par changer les identifiants pour les besoins du test, parce que sinon après ça ne va pas marcher. Donc ensuite, la colonne suivante, savoir si le déchet est un déchet qui contient des polluants organiques persistants. Donc normalement, la réponse est non. Parce que sinon, vous avez plutôt à les déclarer sur track déchets, a priori. La date de réception, donc là, on est sur des champs obligatoires. L'heure de pesée, donc ça, pour les installations de stockage de déchets, c'est obligatoire. Le code déchets, donc là, je vais passer rapidement. Hein, j'ai déjà rempli, en fait, un peu au hasard des informations pour les besoins du test. Donc là, la dénomination du déchet, donc il faut que ça corresponde au code déchets, mais après, il faut que surtout que ça corresponde le plus possible à vos déchets. Donc ça, c'est à vous de le faire comme vous le faisiez déjà dans vos registres internes. Hein. Donc ensuite, là, on a le code déchet BAL. Donc là, je ne l'ai pas rempli parce que c'est un champ qui est non obligatoire et qui concerne uniquement les transferts transfrontaliers de déchets. Donc finalement, ce n'est pas la majorité des cas. Mais si vous avez un code déchet BAL, vous pouvez le renseigner dans cette colonne. La quantité, ensuite l'unité, est-ce que c'est en tonnes ou en mètres cubes? Ensuite, pour le renseignement sur le producteur, deux possibilités. Soit vous êtes dans le cas où vous avez une entreprise ou en tout cas un partenaire qui a un numéro de SIRET. Vous devez renseigner en fait toutes les informations des colonnes suivantes qui concernent le producteur. Ou second cas, vous êtes dans le cas où le producteur est une commune. Donc dans ces cas-là, ce que vous devez renseigner, c'est les codes INSEE des communes et le libellé de la commune. Donc là, j'ai mis les communes autour de chez moi, hein, au hasard. Donc là, vous pouvez renseigner plusieurs communes. Pour information, pour ce qui concerne la collecte, j'ai mis à jour la foire aux questions récemment. On en avait parlé lors du dernier webinaire et le ministère nous a répondu. Pour la collecte, en fait, il est spécifié donc, dans l'arrêté qu'on doit renseigner les communes de collecte. Donc les communes de collecte, ce sont bien les communes sur lesquelles sont réalisées les collectes. Voilà, dans l'esprit du texte, c'est ce que nous a répondu le ministère. Donc, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs communes. Et dans le cas des entreprises, par contre, ce sont ces colonnes-là qu'il faudra remplir. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez la spécification aussi de obligatoire si aucune commune n'est renseignée. Donc, dans ces cas-là, dans le cas d'une entreprise, je vais devoir renseigner le type. Donc, le type, en fait, c'est surtout savoir est-ce que c'est une entreprise française, une entreprise qui n'est pas française ou une association principalement. Donc, de toute façon, encore une fois, si vous avez un doute sur les possibilités, vous regardez la colonne format et vous vous référez dans la documentation du description des registres à l'onglet format des champs. Donc là, par exemple, pour le type, vous avez bien les différents types que vous pouvez renseigner pour cette colonne. Donc ensuite, vous rentrez les informations qu'on vous demandera, donc la raison sociale, le numéro de SIRET à 14 chiffres, l'adresse de mon entreprise producteur dans ce cas-là. Ensuite, vous devez renseigner l'expéditeur, donc le type en obligatoire. Donc là, c'est une entreprise française, par exemple. Et donc l'adresse de l'expéditeur, si elle est différente de l'adresse de prise en charge, si elle est différente de l'établissement d'expédition. Donc ensuite, toutes les colonnes qui suivent, en fait, ça vient en complément. Donc même chose, il suffit de regarder la description et de remplir en conséquence. Donc là, on est toujours sur l'expéditeur. Ensuite, on arrive sur les renseignements qui concernent le transporteur. Donc tous ces champs-là, en fait, ce sont des champs, c'est pas nous qui les avons définis, en fait, c'est vraiment pour coller, en tout cas pour tous les champs obligatoires, trait pour trait à l'arrêté du 31 mai 2021 qui décrit le contenu attendu dans les registres. Les seuls champs qu'on a éventuellement rajoutés sur demande d'utilisateur, ce sont des champs qui sont non obligatoires, donc vous n'êtes pas tenu de les remplir. Il faut bien se référer à cette ligne-là pour le savoir.
Donc, pour les transporteurs, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs transporteurs. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, le fichier demande que l'information soit renseignée entre crochets. Encore une fois, c'est inscrit dans la partie format de la description des registres. Pour information, on nous indiquait ce matin que les développeurs étaient en train d'étudier la possibilité de rendre les crochets facultatifs. Voilà. Donc, on ne vous promet rien, mais en tout cas, c'est à l'étude. Donc, si jamais il y avait du changement sur ce point-là, bien sûr, on vous en ferait part. C'était une demande des utilisateurs, donc voilà, c'est à l'étude par les développeurs. Ensuite, il y aurait des informations à remplir si un courtier négociant intervient. Donc, c'est obligatoire uniquement si le courtier intervient. Donc, c'est pour ça que là, je ne les ai pas remplis dans cet exemple. Les informations sur l'éco-organisme, s'il y en a. Le code traitement, qui est du coup un champ obligatoire. Donc là, c'est pareil, si vous vous référez à l'onglet format du fichier description des registres, vous allez avoir des informations sur comment remplir cet onglet. Et les trois dernières colonnes, en fait, ça concerne également le transport transfrontalier des déchets, numéro de document, notification et numéro de saisie. Là aussi, vous pouvez avoir plus d'informations dans le fichier de description des registres, mais c'est des informations qui sont obligatoires que dans ces cas-là. Donc là, pour mon exemple, j'ai pas rempli ces informations. Une fois que vous avez rempli dans votre fichier de travail toutes les informations qui concernent vos registres, ensuite, ce qu'il vous faudra faire, c'est donc retourner je le rouvre, sur votre application RNDTS et télécharger le modèle d'import. Donc là, ça se trouve ici. Vous pouvez choisir le modèle de CSV à remplir. Donc, dans notre cas, on était dans le registre DND entrant. Je le télécharge sur mon ordinateur. Donc là, j'ai vraiment le format pour l'import avec les bonnes colonnes. Donc ensuite, la bonne démarche, c'est de prendre les colonnes qui sont déjà prêtes à l'import, de les insérer dans un fichier CSV. Donc une fois que mon fichier est prêt, je l'enregistre dans l'espace que je souhaite en format CSV. Il me demande si je veux continuer à utiliser ce format, oui. Je vais fermer le fichier, il va me demander si je veux enregistrer. Là, je vais mettre non parce que je n'ai pas fait de modification. Et de toute façon, je ne vous conseille pas de faire des modifications sur le fichier CSV parce que ensuite, généralement, ça crée des soucis à l'import. Oui. Donc là, voilà la page d'accueil RNDTS. Donc, si vous allez dans la rubrique téléversement de cette page, il va vous demander quel registre souhaitez-vous intégrer au RNDTS. Donc là, c'est le registre déchets non dangereux entrants. Je prends le fichier concerné, c'était celui-là, et tout simplement, je le glisse dans l'espace consacré. Je clique sur Importer. Bon, là, du coup, je l'ai importé. Il peut, s'il y a eu un souci, générer un rapport d'erreur que vous pouvez charger. Et il vous indique le champ sur lequel il y a une erreur. Donc là, a priori, c'est l'heure de peser. Donc en fait, il vous a créé des nouvelles colonnes où il vous indique s'il y a une erreur ou si la ligne est passée. Si la ligne est passée, vous aurez un OK sur la colonne statut. Et ensuite, si vous cliquez sur la deuxième colonne, en fait, vous avez plus d'informations sur l'erreur. Donc là, a priori, c'est le format de l'heure de pesée qui ne convient pas. C'est spécifié. La valeur n'a pas pu être interprétée comme une heure au format. Effectivement, là, ce n'est pas le bon format. Donc, il faut que j'aille voir pourquoi est-ce que ce n'est pas au bon format. La date de réception, je ne sais pas pourquoi il n'a pas non plus le bon format. Je vais aller voir ça dans mon fichier. Donc, du coup, dans le registre de travail, attends, j'ai bien le bon format. Et là, effectivement, il m'a changé les formats dans mon fichier CSV. Et on va recommencer du coup la manip. Je reprends pour être sûr le bon format DND. Et là, quand je fais coller, je prends juste le coller normal.
Et là, il ne m'a pas changé mon format. Donc, je peux faire fichier enregistrer sous, en fichier CSV, enregistrer. Oui, je veux ce format. Donc, téléversement de ce nouveau fichier, importer. Importer. Là, il m'indique un message qui me dit cette fois-ci, l'ensemble des déclarations a été enregistré avec succès. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de retourner dans la page d'accueil et de pouvoir consulter en fait les déclarations qui ont été faites pour vérifier qu'elles sont bien dans la base de données. Là, du 23 février au 23 mars. Déchets non dangereux. Donc là, elles sont apparues dans ma liste des déclarations qui sont téléversées dans l'application test. Là. Donc ensuite, pour information, vous avez la possibilité, une fois que vous avez intégré en masse vos données, toujours de revenir sur une déclaration et de la modifier, voire de l'annuler. Alors du coup, elle restera quand même quelque part enregistrée, mais vous pouvez l'annuler si jamais vous avez besoin de le faire. C'est ça. Vous avez un traitement ligne par ligne et certaines lignes peuvent passer et d'autres vous renvoient une erreur. Pour moi, c'est tout le fichier qui est retoqué. D'accord. Tant que tout n'est pas corrigé, il faut tout resoumettre. Alors, sur l'encodage du fichier CSV, alors ça, là-dessus, j'aurais besoin de Mehdi, il n'est pas là aujourd'hui, quoi. Hein, donc, l'expéditeur peut être collectivité en charge de la collecte, Sictom, Comcom, etc. Mais là-dessus, je pense qu'on a fait un point sur... Enfin, l'expéditeur, je pense que oui, il peut être la collectivité en charge de la collecte. Par contre, sur la partie producteur, ce sera les communes de collecte. Hein. Là-dessus, on a refait un point sur avec le ministère sur ce sujet. Et du coup, on a mis à jour la FAQ en ce sens. Hein, donc, ouais, bien distinguer producteur et expéditeur. Là. Et dans ce cas-là, le producteur sera... seront les communes de collecte et l'expéditeur sera effectivement peut-être la collectivité en charge de la collecte. Quoi. Alors, il faudrait regarder dans le texte, mais pour moi, le champ INSEE, c'est si le producteur est une commune. Ouais, c'est ça. Ah bah, Oui, moi, ce que je vous confirme, c'est que c'est écrit mot pour mot dans le texte comme ça. Après, on peut toujours refaire une confirmation par le ministère, mais pour moi, là, il n'y a pas d'autre interprétation possible de ce qui est écrit. Oui, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est soit vous remplissez les informations sur le champ entreprise, soit les codes INSEE communes, mais l'un des deux suffit pour la déclaration. Oui, bah, on a bien noté hein, là-dessus. On va diffuser des modalités, je pense, assez rapidement là, de remontée de ces informations-là, via un séquençage API probablement, etc. Quoi. Je tiens à dire aussi qu'effectivement, alors on a fait la manip, effectivement, ça peut être un peu lourd au premier abord. Là. Par contre, quand on a fait la manip sur un fichier, finalement, après, c'est la même manip sur tout type de fichier. J'ai envie de dire quoi. Les formats, c'est valable pour un fichier en entier, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire peu importe qu'il y ait 10 lignes ou je sais pas moi, X milliers de lignes. Oui. Au final, une fois qu'on a fait voilà, qu'on a vu les problématiques liées au format, etc. On le sait, j'ai envie de dire quoi. Donc
Voilà, et ça s'applique après à l'intégralité du fichier, quoi. Il faudra renseigner entreprise FR pour une collectivité dans le champ type pour l'expéditeur, effectivement. Vous pouvez aller rechercher la déclaration. Donc, vous avez plusieurs champs que vous pouvez remplir pour affiner votre recherche. Vous allez la modifier. Je vais voir avec les développeurs comment on peut faire, parce qu'après, moi, j'ai peur que, par contre, le risque derrière, c'est qu'il y ait des doubles saisies. Peut-être qu'on peut passer à la démonstration quand même de la partie terre excavée, Oui. hein, On Virginie, peut puis on regarder le registre des terres excavées. finira de répondre aux questions après, quoi. Hein. OK. Donc, du coup, même principe. Du coup, j'ai mis moins de lignes parce que de toute façon, ça reprend pas mal d'informations qu'on a déjà vues. Il y a des petites différences quand même. Donc là, par exemple, la colonne code déchets, elle est non obligatoire pour le registre des terres excavées. Puisque en fait, c'est indépendant du statut de déchet, vous pouvez avoir une terre excavée et pour autant, elle a fait l'objet d'une sortie du statut de déchet, c'est possible. Donc, vous devez quand même la déclarer au RNDTS. Donc là, j'ai fait un test où j'ai pas mis le code déchet volontairement. La dénomination, même principe que sur le registre qu'on a vu précédemment. Le but, c'est que ça corresponde à la fois au code déchet, mais aussi au plus proche du réel de votre terre, quoi. Le numéro de bordereau, ça correspond en fait aux informations que vous pourriez avoir sur la qualité de la terre d'un point de vue physico-chimique. Donc, s'il existe des analyses dessus, donc dans ces cas-là, deux possibilités. Soit vous pouvez renseigner les numéros de bordereau d'analyse chimique et vous pouvez ensuite aussi retourner sur les déclarations si vous voulez importer un PDF avec des analyses, ou plus simplement, vous pouvez renseigner le numéro de DAP ou CAP de l'acceptation des terres qui indique que donc il y a bien des informations sur les terres qui sont enregistrées quelque part, donc par exemple chez l'exploitant qui va recevoir les terres ou chez le producteur. Donc s'il existe des informations sur les terres, vous avez l'obligation de renseigner les informations, s'il en existe. Donc la quantité, les tonnages. Pour information, pour le registre des terres excavées, là vous n'avez plus les heures de pesée. Vous avez simplement la date. Donc, vous avez la possibilité de regrouper éventuellement plusieurs sorties de camions dès l'instant que les autres champs sont identiques. Donc, par exemple, un même transporteur qui envoie le même jour, vous pouvez regrouper le tonnage. Ensuite, vous avez les informations qui concernent le site de production. Donc, là encore, vous avez deux possibilités pour le producteur. Soit vous renseignez les parcelles cadastrales du site de production, soit vous renseignez des coordonnées latitude-longitude. Donc, que vous pourriez trouver, par exemple, sur Géoportail. Si vous n'avez pas les informations sur les parcelles, vous pouvez, à partir de l'adresse et donc de certains sites comme Géoportail, retrouver les coordonnées du site. Si le site a un identifiant qu'il est placé en 6, vous devez le renseigner, si c'est le cas. Alors là, j'ai mis certains champs en jaune. En fait, il faut juste qu'on modifie la ligne. Je l'ai constaté quand j'ai fait le test là. C'est des champs qui sont obligatoires ici. Donc, il faut les renseigner en obligatoire. Le type d'entreprise qui est producteur. Donc, ça peut, voilà, le type d'entreprise. Le numéro d'identification, c'est le numéro de SIRET. En texte sortant, Samuel, d'un point de vue réglementaire, un producteur particulier, il doit déclarer au RNDTS? Non, les ménages sont Donc, du coup, il n'y a pas de exclus de la raison qu'ils démarche. remplissent le texte sortant.
Ouais, parce que là, je suis dans le texte sortant, donc j'ai pas fait Ok. le test avec le texte entrant. En tout cas, je peux le noter pour vérifier. S'il y a un souci là-dessus, effectivement, il faudrait que Oui. le texte entrant autorise une personne physique en Ah oui, ouais. producteur. Donc, je vais le vérifier. C'est un truc à Texte vérifier. entrant. Ouais. En tout cas, là, je l'ai testé pour le receveur en personne physique, vous allez voir. Donc, les transporteurs, même principe, possibilité de renseigner plusieurs transporteurs. Je passe assez vite. Le numéro de récépissé, c'est un champ facultatif. Si vous l'avez, vous le renseignez, mais sinon, ça ne vous bloquera pas. Le destinataire. Donc, c'est là où vous pouvez mettre le type de personne et éventuellement, ça peut être une personne physique. Donc là, c'est mon cas. Et dans ces cas-là, le numéro d'identification, moi, il ne m'a pas bloqué là pour ma saisie. Parce que j'avais fait un test tout à l'heure, ça a fonctionné avec la personne physique. Donc, les informations sur le destinataire, les adresses, donc, qui sont des champs obligatoires, avec l'adresse de destination si différente du destinataire. Puisque là, si vous envoyez des terres, par exemple, vers un centre de transit, mais que vous savez ensuite quelle sera la destination finale, vous pouvez renseigner une adresse qui est différente, en plus de l'expéditeur, du destinataire premier à qui vous envoyez la terre. Le code traitement, alors là, attention, pour les terres, le code traitement est associé à un code qualification. Donc, le code qualification doit correspondre à votre code traitement. Et il n'y a que certains codes qualification qui sont autorisés. Donc, par exemple, pour D5, vous pouvez renseigner élimination, pour R5 de la valorisation. Encore une fois, ça, c'est des erreurs que vous pouvez avoir couramment. Donc, je vous invite à faire des tests. Et ensuite, vous allez voir le type d'erreur qui vous renvoie. Et ensuite, vous pouvez modifier votre fichier en fonction de l'erreur qui vous renverra dans l'application test. Je me suis fait la même réflexion que vous, que ça serait plus simple effectivement pour les utilisateurs, donc je vais regarder ça. Ensuite, vous avez un champ obligatoire à savoir est-ce que la terre est valorisée en remblayage. Si c'est le cas, vous devez renseigner des informations sur la parcelle sur laquelle est réalisé le remblayage. Ou, encore une fois, vous avez la possibilité de travailler avec les coordonnées du site sur lequel est réalisé le remblayage. Non, c'est alors la réglementation, en fait, c'était selon la réglementation, c'est si on est sur une parcelle cadastrale. Alors, je ne sais pas, oui, dans quel contexte on est, mais si c'est une parcelle cadastrale, il faut renseigner la parcelle cadastrale. Si on est hors domaine cadastré, il faut renseigner les coordonnées géographiques précises, c'est-à-dire latitude et longitude. Il y a une tolérance actuellement en cours, hein, mise en place par le ministère, qui dit que on n'est pas obligé de renseigner finalement, même si on est en domaine cadastré, on n'est pas obligé de renseigner la parcelle cadastrale, mais les coordonnées, hein. Donc il faudra quand même renseigner les coordonnées géographiques, à savoir ici format latitude, longitude, quoi. Après, effectivement, je crois qu'il y a une tolérance, Samuel, aussi sur si vous avez l'information de savoir exactement où est-ce que c'est remblayé sur le site, bien sûr, il faut le mettre. Oui. Sinon, à minima, les coordonnées du site, le centroïde du site, par exemple, peut suffire. Oui, voilà. Que si on veut vraiment répondre à la réglementation, normalement, vous devez mettre les coordonnées précises. Ouais. Voilà. Oui. Si c'est une ISDI, ça sera plutôt considéré comme de l'élimination puisque c'est du stockage. Par contre, si c'est une carrière remblayée et qui n'est pas forcément une ISDI, dans ces cas-là, ça sera de la valorisation. Donc, en fait, les deux cas sont possibles. Ce qui va changer, c'est surtout si c'est une installation déclarée en ISDI, quoi. Oui ou non. Voilà. Dans le cas du réaménagement final, on peut considérer que c'est de la valorisation, ça ne rentre pas dans du stockage, mais seulement dans le réaménagement final de l'ISDI, alors dans ce cas-là.
Bah, si c'est une ISDI, normalement, c'est du stockage, c'est de l'élimination en termes de code traitement. Bah, du coup, je vais relancer les développeurs parce qu'effectivement, on avait identifié ce souci qu'il y avait. Parce qu'en fait, quand on renseigne les différents profils, ça ouvre les accès au registre, plus ou moins de registres. Donc, ça, à la base, c'était surtout pour faciliter la visibilité au registre qui nous concernait, hein. Donc, après, vous avez toujours la possibilité de cocher plus par défaut de profil. Vous pouvez en cocher plusieurs et ça ne sera pas. Il n'y aura pas de conséquences d'un point de vue réglementaire sur ces profils. C'est vraiment des raccourcis d'utilisation. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux si ce sont les bons raccourcis d'utilisation. Donc, je vais relancer les développeurs pour qu'ils fassent la modif. Donc ensuite, même principe que tout à l'heure. Si vous voulez, je peux vous remontrer l'import. Donc là, on était sur le sortant. Ah, il met un rapport d'erreur. Ah oui, l'identifiant métier que je n'ai pas changé, forcément. Du coup, ça ne marche pas. Si je retourne dans mon registre de travail, là, il faut que je modifie l'identifiant métier, le même problème qu'on a identifié tout à l'heure. Voilà, donc cette fois-ci, l'ensemble des déclarations est enregistré avec succès. Donc on a eu plusieurs erreurs, mais vous voyez qu'ensuite, on peut toujours retourner dans le fichier de travail du registre pour appliquer les modifications de format. Et ensuite, une fois que le format est bon, ça intègre les données via ce système-là. Voilà. Moi, j'ai fini avec mes deux exemples qui, je pense, sont les deux exemples qui concernent Oui. potentiellement plus de personnes. Oui. Merci. Alors, du coup, on va pouvoir continuer à répondre aux questions, là. L'import en masse permet d'envoyer des données pour plusieurs SIRET, oui. Ah, oui, dans un seul fichier, on peut. Dans tous les cas, le SIRET, il va changer à chaque fois en fonction des données. C'est pour ça que je ne comprends pas la question là. On va remonter la question, mais Ouais. là, en fait, c'est juste que vous n'avez pas forcément les bons interlocuteurs. Nous, on est plus sur les questions métiers et moins sur les parties développement. On va remonter à nos collègues. Bon, en tout cas, on fera remonter. On fera remonter. Mais je sais que c'est des questions qui ont déjà été abordées. Donc, il y avait quelque chose, effectivement, qui devait bloquer. Mais là, je n'ai plus l'information de savoir quoi. Mais c'est des choses, je sais, qui ont déjà été remontées et qui n'ont pas été validées. Bon, on va se renseigner parce que c'est dommage. Là, je ne sais pas quelle est la raison. Voilà. On ne veut plus les modifier. C'est pour que justement ça soit stabilisé pour que ça ne pose pas de problème au niveau des API. Donc, on ne changera pas les en-têtes, les colonnes. Alors déjà, c'est que dans les champs où effectivement on peut entrecrocher, où on peut renseigner plusieurs adresses. Mais du coup, je vais me renseigner pour savoir si du coup il y a d'autres possibilités. On va demander si c'est possible de le faire avec un format seconde ou pas. Je pense que c'est parce que comme la virgule, c'est considéré comme un séparateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander si déjà c'est faisable de le changer ou pas. Si ça se trouve, c'est pas une grosse modification d'autoriser les deux. Si ça se trouve, c'est très impactant. Donc, dans ces cas-là, si c'est très impactant, on ne pourra pas faire. Mais
On n'a pas Je sais dit. pas ce que j'ai dit. Bah, du coup, la réponse sera sur mon nom Voilà. aussi, si ça a déjà été Ouais. étudié avant, mais c'est juste Voilà, que moi, j'ai voilà. pas la réponse. C'est ça. Ok. Bon, bah merci à tous. Et donc Merci. rendez-vous pour ceux qui sont intéressés la semaine prochaine, jeudi 30, pour le webinaire dédié à l'authentification commune avec Trac Déchets.